Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 271 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu? Salut Jay, ça va, ça roule, on va dire comme ça. Un peu comme à chaque épisode, je suis tout le temps essoufflé quand je rentre ici. Toi, en fin d'étape comme ça, là, c'est... Ouais, surtout, mais c'est que le hasard fait qu'on tombe souvent sur ma journée que j'ai 4 cours. Fait que tu sais, j'arrête comme pas de la Ah, journée. Là, j'arrive, là, c'est go, go, go. Puis là, je m'assis, puis il faut reparler encore pendant 1 heure. Mais une chance que le sujet est intéressant, puis la présence de Stéphane nous aide toujours à passer à travers. oui. Toujours un réconfort, c'est comme pour faire une allégorie avec Stéphane, qu'est-ce qu'il aime? C'est comme manger des graines de tournesol. On peut plus s'arrêter. Stéphane aime beaucoup, avant les épisodes, manger quelques graines de tournesol, des bonbons, n'est-ce pas, professeur Routel aussi? Mm-hmm. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se joignent à nous. oui, tranquillement, pas trop vite. On est encore avec nos patrons ce soir. On a Francis No qui est fidèle au poste encore une fois. Oui, Francis qui est là à tous les épisodes. Une machine de podcast. Oui, oui. Alors, merci Francis d'être là. Puis les autres, sûrement, vont se joindre à nous en courant d'épisode. Peut-être de spécifier que c'est un épisode spécial pour les patrons. Dans le fond, c'est juste ceux qui sont patrons qui peuvent écouter en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus tranquille sur la ligne. Oui, exactement. Et puis, normalement, ce genre d'épisode qu'on va faire ce soir, on le fait sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. On essaie de rendre ça plus public, excusez-moi, quand on parle d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on va parler d'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je crois que la dernière fois, c'est notre premier épisode en revenant au début de l'automne. On a parlé de l'été. On a parlé des feux de forêt. On a parlé de ce qui s'était passé en l'été 2023. Mais là, on va parler du mois d'octobre. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Et puis, c'est très, très riche ce mois. Et puis, d'un certain côté, malheureusement, riche, on s'entend. Là, c'est même pas un qualificatif. Ben, l'automne, on dirait que c'est toujours chargé comme ça. Hein? Ah, c'est chargé en émotions. C'est assez lugubre, l'automne. Souvent, il y a des histoires, justement, de tueries et des affaires de même, dont une qu'on va parler ce soir, malheureusement. Francis No, avant de commencer, c'est toujours un plaisir de m'instruire à vos côtés. Alors, merci beaucoup, Francis, de ce beau commentaire. C'est toujours plaisant. Puis c'est toujours un plaisir, justement, d'être avec vous. Là, normalement, c'est le mardi soir. Ouais, c'est peut-être ça aussi. On a fucké tout le monde. Là. On a fucké l'espace-temps un peu. Là. Normalement, on a un rendez-vous le mardi à 20h. Là, c'est le mercredi à 20h. Parce que hier, figurez-vous donc, mes chers amis, que c'était l'Halloween dans mon coin. Oui, parce que nous autres, on fête ça le 31 octobre et non le 28 comme à Rouyn-Noranda. Je pense qu'on est la seule place au Québec qui ont une loi qui font que c'est le samedi avant le 31. Ah, ça n'a pas de bon sens. En Abitibi, ça a pas mal été ça. Rouen, Amos, le samedi avant l'Halloween. Mais en même temps, je comprends. Moi, honnêtement, avec la journée que j'ai passée hier et aujourd'hui, il y a bien des jeunes, il y a bien des ados qui auraient bien aimé ça, que ce soit un samedi ou un vendredi soir, l'Halloween, mais ça, on ne décide pas quand est-ce que le 31 arrive, malheureusement. Fait que, messieurs, on commence avec quoi? Voulez-vous qu'on commence avec mon actualité? Parce que là, on a une formule qu'on amène chacun un élément d'actualité et puis on en jase ensemble. Je vais commencer, messieurs, avec, malheureusement, comme j'ai dit tantôt, on parlait d'actualité triste. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé des événements très, très tragiques aux États-Unis. Et puis ça, écoutez, on a fait un épisode l'année dernière avec la tuerie d'Uvalde. C'est-tu au Nouveau-Mexique ou au Texas? Je me souviens plus. Au Texas, je pense. Au Texas ou à Uvalde. On avait fait un épisode complet où est-ce qu'on on parlait justement de cette tendance aux États-Unis avec les tueries de masse. Écoutez, ça n'a juste pas de bon sens, les gars. Là, on parle de Lewiston dans le Maine. C'est à côté de nous autres. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est où le Maine, là, tu passes les lignes à la colle, puis c'est là. T'es arrivé. Là. Écoutez, on parle de 10. C'est quoi? Combien de morts pour celui-là? Ça fait 18 morts. Messieurs, je reviens dans une minute. Continue, Jay, je reviens tout de suite. Pas de problème. Alors, 18 morts, mon cher Joe. Comment je te dirais ça? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Moi, c'est samedi. C'est bon,
abonné quand t'es en train de jouer au hockey. Ouais, du monde qui joue au hockey. Du Je monde comprends pas. Du monde Surtout qui que innocemment le au gars, pool. exactement, t'es en train de jouer au hockey et tu te fais tirer des balles au lieu de te faire tirer des boules, c'est pas sensé. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon Surtout sens. que le gars était fiché depuis longtemps, il était suivi, il était spoté, entraîneur de tir. Le gars, c'était Problème pogné avec mentaux. problèmes mentaux, séparation. Savais-tu que sa femme et son enfant sont cachés pendant 2 jours tellement il Ouais, avait j'ai peur lu de ça lui? dans les derniers jours. J'ai lu ça, ouais, que Aucun ils sont sens. cachés pendant quasiment. Ben, c'est quoi, 48 heures la chasse à l'homme que ça a duré? Environ. 48 heures à se cacher parce que la pauvre femme avait peur qu'ils viennent la tirer. Ben, qu'ils viennent les tirer, dans le fond, elle et son garçon qui est aujourd'hui âgé de 18 ans. Mais son ex-femme, dans le fond, c'est un mariage, on s'en fout, là, mais c'est un mariage qui a duré 2 ans. Puis elle avait peur justement qu'il la cherche, dans le fond. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça montre à quel point c'est rendu n'importe où, n'importe quand. Je veux dire, il n'y a plus un endroit de safe aux États-Unis. As-tu souvenir, Joe, d'un événement de la sorte dans le Maine? Non, mais en même temps, le Maine a les règles les plus lousses en termes d'armes à feu. Hein. C'est là où il y a le moins de... C'est là où il y a le moins de background check, c'est là où il y a le moins de restrictions, c'est là où c'est le plus facile d'avoir un arme. Pourtant, malgré le fait que c'est la première probablement qu'on connaît. Oui, mais je pense que le Maine, mettons qu'on prend les États du nord-est des États-Unis, nord-est américain, la culture des guns, même si les règles sont lousses, c'est plus des chasseurs. On s'entend qu'à Vegas, quand il y avait un gars qui était jacké. Oui, qui avait son sniper dans le top de l'hôtel. Il snipait du monde en haut, ça strip à Vegas, qui a fait 50 morts. Justement, dans ma nouvelle, je regardais les pires. Top 10, ça. Ben, malheureusement. Dans le fond, les 10 pires tueries, pas des 20, des 30, 40 dernières années, des 10 dernières années, la dernière décennie, là, 2013 à 2023. Wow. Je vais faire ça, j'ai hâte de voir ça. Ben, j'ai hâte. Façon de parler. Ça voit que ça montre que les États-Unis, c'est plus rendu un problème, c'est rendu la norme. C'est rendu, tu sais, c'est qui, sais-tu? J'écoutais ça dans un podcast, je pense que c'est Frank Pocket qui disait, en même temps, ce pays-là se sont donné cette société-là. C'est vrai en même temps. C'est la somme de toutes les décisions qui ont été prises depuis 300 ans. Exactement. Puis quand c'est rendu qu'à chaque fois qu'il y a une tuerie de la sorte, tu dis, on va prier. Hein? L'important, c'est on va prier pour les victimes. Thoughts and prayers. C'est ça. Amener la prière, ça ne fait rien. Amener des mises à jour, justement, des mises à jour de votre justement de vos lois et surtout ils ne sont pas capables. De ce deuxième amendement qui est complètement hors. C'est tellement pas à jour. Je vais être très défaitiste, je vais être très nihiliste probablement en disant ça, mais la journée où ils ont accepté que c'était correct d'avoir une fusillade dans une école primaire, il n'y avait plus rien à faire. Si tu n'as rien fait après Sandy Hook, quand c'est des enfants de 6-7 ans qui se sont fait fusiller puis qu'il n'y a eu aucun changement, il n'y a rien qui va faire changer ça. Rien partout. Exactement. Et c'est tellement rendu commun, les fusillades aux États-Unis, que on va regarder les 10 pires, OK, les 10 pires fusillades dans les 10 dernières années. Puis moi, honnêtement, je suis allé voir ça tantôt. Là. Il y en a que je me rappelle plus. Puis ça montre le côté tragique. Quel point il y en a eu, ça? On dit, c'est un autre. C'est un autre fusillade. Premièrement, en 2013, on y va vraiment chronologiquement. Là, celle de Washington, vous souvenez-vous de ça? Le 16 septembre 2013. 13 morts à Washington. Je ne me souviens plus de ça. Pourtant, ça se passe au Québec. Là, c'est tragique, on s'en souviendrait. Là. Ah oui, on se souvient encore. Polytechnique est encore. Polytechnique, là, c'est Polytechnique. OK, mais celle-là, moi, je ne m'en souviens plus. 2015, 2 ans plus tard, San Bernardino. Oui, celle-là, je m'en souviens. Ouais. C'était quoi déjà le contexte? Je pense que c'est quelqu'un qui avait perdu sa job là, puis qui était retourné chez son employeur de mémoire. Quelque chose comme ça. Mais ça me fait oui, c'était quelque chose de même. 16 morts. 1 an plus tard, même pas. 6 mois plus tard. Orlando, là, ça, c'est un crime haineux. Hein. Ça, c'est un crime haineux dans un bar dans un bar gay, dans le fond, là, OK? 50 morts. OK, celui-là, je m'en souviens très, très, très clairement, là. Ça n'a pas de bon sens, là. 50 morts à Orlando. Déjà, ça fait déjà 7 ans. Ça. Ouais, Orlando.
L'année d'après, celle qu'on se souvient très bien, celle de Las Vegas, avec 59 morts. Si je ne me trompe pas, c'est une des pires de l'histoire. Je pense que c'est peut-être la pire de l'histoire des États-Unis. Pendant un show de musique, j'ai une connaissance qui était là. Ah ouais? OK. Il y a même des gens, je me souviens là, des témoignages de cette fusillade-là, il y a des gens qui pensaient que c'était des pétards à mèche que le monde faisait péter. Que ça faisait partie du spectacle. Ça, c'était ça à strip, comme j'ai dit, c'était ça à strip. Puis il y avait justement ce tireur-là qui était juché, qui était dans un édifice puis qui snipait du monde. Là. Il était dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel, puis lui, il snipait du monde comme ça, 59 morts à Las Vegas. Un mois plus tard, celle de Sutherland Springs. Ça me dit rien. Aucun souvenir. 27 morts. C'est grave, là, on s'en souvient même pas. Hey, zéro open bar. Zéro. C'est parce qu'il faut dire Las Vegas avait pas mal comme dominé l'attention. Ouais, c'est pas mal les mêmes dates. Là. Exactement. Exactement, c'est un mois plus tard. 3 mois après celle de Sutherland Springs, on a Parkland, 17 morts. Ouais. En Floride. 2018. Ouais. Ensuite, Virginia Beach, un an plus tard. Aucun souvenir de celle-là. Aucun souvenir, je m'en souviens plus. Puis pourtant, on avance dans le temps. Là. Ça fait 3-4 ans. Ça fait 4 ans de ça. Je m'en souviens pas. El Paso, 23 morts. Je pense que c'était dans un camp de migrants. Tu vois, il y en a tellement qu'on n'est même pas capable de faire résumé. Comme je l'ai dit tantôt, c'est ça le côté tragique de la chose. Tu te dis, hey, pour certaines de ces tueries-là, là, c'est 2 fois Polytechnique, puis on s'en souvient plus. C'est vrai la désensibilisation. Exactement, on est désensibilisé complètement parce qu'il y en a à tous les jours. Puis justement, je vais arriver tantôt avec un tableau, justement, dans cet article du Monde qui est vraiment très complet, qui montre justement qu'aux États-Unis, il y en a à tous les jours. Le record, là, dans les dernières années, là, c'est 4 jours sans fusillade. C'est ça, là. Sinon, il y en a à tous les jours. Uvalde, on a fait un épisode là-dessus l'année dernière, 22 morts. C'était-tu justement encore dans une école, ça? Une école primaire, encore une fois, si je ne me trompe pas. Ouais. Que la police ne voulait pas intervenir, fait que finalement, tout le monde s'est fait fusiller. Là. Exactement. Et puis là, on tombe avec celle de Lewiston, 18 morts la semaine dernière. Fait à part la désensibilisation, les gars, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Moi, je me dis, là, à quel point ils sont rendus aux États-Unis pour plus se rendre compte que c'est tellement rendu un problème. Regardez, là, en 2023, l'année n'est pas finie. Là, pour ceux qui écoutent ça dans le futur, là, on est le 1er novembre 2023. Là, et il reste 2 mois. Là, il reste 2 mois à l'année. Là. Il y a eu 643 fusillades aux États-Unis. Ça veut dire, je crois, c'est 4 personnes ou plus qui sont... 2,16 fusillades par jour en moyenne. En moyenne. Ceux qui sont en audio, là, en podcast, là, ça donne 2,16. Okay? Alors, 2,2 fusillades par jour, en moyenne aux États-Unis. 53 jours sans fusillade sur 298. OK, ça, c'est pas collé, là. OK, c'est quasiment 1 sur 5. Là. En l'année, là, il y a eu 53 jours dans ces 298-là où il n'y a pas eu de fusillade. Ça a donné au total 773 morts. OK, c'est des statistiques quasiment de guerre, là. Puis 2556 blessés. Wow. Puis je veux même pas... Mais sérieusement, je crois que dans l'épisode sur Uvalde de l'année dernière, je me souviens plus du numéro d'épisode, j'ai pas eu le temps d'aller voir, là. Mais je pense qu'on donnait le total des 20-30 dernières années, depuis Columbine, quelque chose de même, le total de gens décédés à cause des fusillades aux États-Unis, là, c'est des milliers de personnes. Je pense qu'il se tue plus de monde par fusillade aux États-Unis que de soldats qui meurent dans les interventions militaires. En fait, l'arme à feu est la première cause de décès chez les moins de 18 ans, devant le cancer, puis les accidents de voiture, puis les suicides et compagnie. Ouais. Je pense qu'on parle de 15 000 morts par année, là. Si tu exclus les suicides aussi. Exact. 15 000 morts par arme à feu. C'est débile. C'est complètement débile. Et puis là, je veux vous amener une autre fois, là je parle aux auditeurs, sûrement que j'en ai parlé dans un autre épisode, on en a parlé dans un autre épisode de Sur la Terre des Hommes. Joe, c'est le premier épisode qu'on a fait, toi et moi. Sur le deuxième amendement. Le deuxième amendement, tu te souviens de cet épisode-là qui était... Je me souviens pas du contenu, mais je me souviens de l'épisode. Oui, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai, n'est-ce pas? On est allé au pub La Perdrix, qu'on salue s'il nous écoute, à Rwanda.
Moi, j'aimerais bien ça retourner, là, faire un épisode là, c'était vraiment cool. Puis on avait parlé du deuxième amendement, OK? Et pour ceux qui se demandent, c'est quoi, juste quand on parle du deuxième amendement dans le Bill of Rights, dans le fond, qui a été, c'est quoi, ça a été signé ça en 1791, là, dans le temps que les guns, c'était des arquebuses qu'il fallait que tu charges par le canon puis que ça prenait 45 secondes à charger. Là. Puis qu'aujourd'hui, c'est des AR-15 qui tirent 20 balles à la seconde. Là. Eh bien, le deuxième amendement, c'est ça, 1791, ça dit, je vais le dire en français, une milice bien organisée, OK? Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes. Fait que dans le fond, c'est le droit de se défendre. Puis comme j'expliquais à mes élèves quand c'est arrivé, justement la semaine dernière, c'est les événements de Lewiston, je leur ai dit, les États-Unis, sur quoi que se sont bâtis? En secondaire 2, ils commencent à en entendre parler un peu. Ils commencent à entendre parler de la Révolution américaine, etc. Ils ont une petite connaissance un peu de l'histoire américaine. Puis je leur ai demandé sur quoi, grâce à quoi les États-Unis ont obtenu leur indépendance. Puis il y en a un qui a levé sa main et il a dit c'est par la guerre, la révolution, OK? Fait que, ils ont gagné leur révolution avec quoi? Avec des tire-poids? Ben non, avec des guns. Fait que tu sais, c'est culturellement intégré que ce que tu veux obtenir, OK, quand tu veux régler quelque chose aux États-Unis, que ce soit un conflit à l'international, que ce soit un conflit interne, que ce soit un conflit, un conflit familial, c'est dans leur tête, c'est les guns. OK? Les jeunes, les enfants là, aux États-Unis, ils écoutent des émissions justement les émissions pour enfants, c'est pas passe-partout comme au Québec, c'est G.I. Joe puis Transformers, tout ça. C'est dans leur culture, puis je veux pas être pessimiste, là, mais je crois que ça ne changera jamais aux États-Unis. Ça va toujours rester comme ça. Tout va se régler par les guns, la violence, puis il n'y a rien pour guérir ça. C'est ancré, c'est un cancer dans cette société-là. Puis, tu sais, Joe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que les États-Unis ont toujours voulu régler par les guns, la violence. Ça a toujours été ça. Effectivement. C'est la façon la plus simple, la plus rapide. Ouais. Hey, tu te dis, là, tu sais, quand tu es un peuple, là, quand tu as été c'est pas une colonie, mais 13 colonies, qu'on t'a interdit de posséder des armes, et puis ta révolution, tu vas bien sûr en avoir des armes, on s'entend, il va y avoir des canons, etc. Là, mais quand tu dis que tu vas battre la plus grande puissance de cette époque-là, puis tu es un peuple de fermiers, puis tu réussis à battre cet empire-là, l'Empire britannique, tu as les moyens de tes ambitions après pour dire, ouais, nous autres, là, on est vraiment... On est imbattable. On est imbattable, puis on va en avoir des guns, puis on va le mettre dans notre texte de loi, nos 10 amendements, le Bill of Rights. C'est quand même quelque chose que cet amendement-là, ça ne soit pas genre le 9e ou le 10e amendement. C'est le 2e. Après je pense que le premier, c'est la liberté de culte, si je ne me trompe pas. Je crois, oui, la liberté de culte, oui. Tu te dis, hey, regarde, on fait la liberté de culte, la liberté d'expression, etc. Puis après, c'est les guns. Tout de suite, là. Ça aurait pu même être le premier, là, quand tu dis que cette société-là est tellement axée là-dessus. Là. Moi, ça me fait grandement réagir. On voit ça, Jay, t'as l'air pompé. Ah non, je suis pompé, raide. Écoute, moi, on a bien beau dire, on est écœuré, puis il faut que ça arrête. Ça arrêtera. Je vous le dis, moi, je pense... encore là, on n'est pas citoyen américain. C'est quoi le poids qu'on a là-dedans? On n'a aucun poids, mais même eux autres, ils se disent, regarde, pas la majorité, on s'entend, là. Mais il y en a que c'est la prière. Puis, écoute, moi, mon gun, regarde, c'est ma liberté. C'est pour me protéger. Puis, si je veux, si, mettons, j'ai peur d'être fusillé à quelque part, d'être pris dans une fusillade, ben, je vais toujours porter mon gun sur moi parce que ça peut arriver dans un salon de bowling ou bien dans un pub, genre un restaurant-bar. Barbies, Resto-Bar Grill. Non, dans un Barbies, quasiment, c'est ça, là, tu sais. Dans un buffet des continents, là.
Ça n'a pas de bon sens. Là. Tu te dis, hey, ils sont en sécurité nulle part. Le Maine, comme on a dit tantôt, Stéphane, je pense que c'était parti. Ouais, désolé. Ouais, mais te souviens-tu d'un événement aussi dramatique dans le Maine? Non. Non. Puis malgré ça, Joe avait raison. C'est un des États qui font le plus de laxisme, justement, sur le droit de posséder des armes à feu. Tu sais, justement, ce gars-là, le Robert Card, je pense, là. Tu sais, problème de santé mentale, a été interné, justement, en psychiatrie. Entraîneur de tir, fait partie de la réserve de l'armée américaine. Il y avait tous ses guns. On n'y a rien enlevé à ce gars-là. Fait que, si lui a le droit de porter son gun, de se promener avec son arme à feu partout, tout le monde, tu sais, rendu là, il n'y a plus personne en sécurité. Là. En tout cas, moi, c'est ça la nouvelle que je vais vous amener, messieurs, ce soir. Désolé de mon manque d'attention. Je gère en même temps mon chien qui, je pense, s'est tiraillé avec une bébite dehors. Je vais aller voir ça après. J'espère que c'est pas de moufette. Francisco. Oui. Ah non. Il va dormir dans le garage. Francisco, pas Francis, il va dormir dans le garage, mais ton chien. Les États-Unis ont envahi l'Irak pour moins que ça. On s'entend, Francis, il y avait aussi le 11 septembre. Non, il y avait surtout du pétrole. Faut pas se le cacher. C'est la première et la principale raison. Oui, exactement. Saddam ne vendait pas son pétrole aux bonnes personnes. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, même si ce sont des statistiques de guerre, les morts, les blessés aux États-Unis, là, on parle des 10 dernières années, tu sais, avec 700 quelques morts, puis 2000 quelques blessés. Là. Mais tu te dis, calique, il va falloir quoi pour que ça arrête là, aux États-Unis, tout ça. Puis moi, je pense qu'il n'y a rien qui peut arrêter. Comme tu as dit, Joe, moi, j'ai pensé il y a 11 ans, après Sandy Hook en 2012, j'ai vraiment pensé, OK, c'est là que ça se passe. Là, c'est dans une école primaire, un gars de 20 ans qui rentre dans une école, qui tire des enfants. C'est sûr qu'il va se passer quoi? C'était Obama, dans ce temps-là, qui était au pouvoir. La NRA a ben trop de pouvoir. Ils ont les mains, ils ont les mains partout au gouvernement. Ils financent des élections. Tu sais, il n'y a rien à faire. Tant que j'ai fait un prêt. Merci, Francis, parce que je vois la solution. La solution pour le chien qui vient de se faire. Ouais, mais je pense pas que ce soit mon cas, c'est pour ça le problème n'est pas là. Peroxyde de savon à vaisselle, d'eau dans 4 à 5 litres d'eau. Un bon lavage et le chien ne sent plus. On s'est fait arroser il y a 2 semaines. Alors, c'est petit Francis. Oh là là. Désolé, j'ai parlé quasiment une demi-heure de ça, mais il fallait que ça sorte. Non, c'est un sujet qui est effectivement éminemment sérieux. On a rendu presque aussi à se dire, on espère juste que ça ne se reprendra pas de ce côté-ci de la frontière. Mais c'est un peu moi. Vas-y, avec ce que je vois dans les sondages, j'ai l'impression qu'on va être surpris à quel point ça déteint sur nous autres, mais on est en retard. On est comme 5 ans après les États-Unis. Tu sais, la vague Trumpiste, c'est là qu'on la voit présentement au Canada, puis elle est vraiment en puissance, comme on voit dans certains pays européens, comme on a vu aussi dans certains pays d'Amérique du Sud. Il y a une espèce d'effet de choc du Trumpisme qui s'est répandu. Oui, mais il y a une affaire, Joe, là, qui n'arrivera jamais aux États-Unis, qui n'arrivera jamais au Canada. Notre rapport aux armes à feu n'est pas le même qu'aux États-Unis. Attends. Ben attends. Mais 10 ans de Pierre Poilievre, là, puis on ne sait jamais. Non, je pense pas. Je suis d'accord avec... Donc, faites l'exception entre le Québec et le Canada, je ne suis pas sûr. Qu'en Alberta, que dans les provinces de l'Ouest, qui ont le même rapport aux armes que nous autres. Non, parce que... La chose, c'est que nous autres, notre liberté, là, notre pays, on l'a eu quand même. Notre liberté. Même pas la liberté, la barté. Juste barté. Là. Notre liberté, là, on l'a obtenue comment, le Canada? En jasant puis en signant un petit papier. On s'est fait presque mettre dehors de l'Empire. En même temps. On n'a pas eu à prendre les armes. La dernière fois, comme je disais à mes élèves, la dernière fois que les Québécois, mais là, je parle juste de l'exemple des Québécois, puis je pourrais même dire les gens du Haut-Canada, pour ceux qui se demandent le Haut-Canada, l'Ontario, OK? Les rébellions de 1837-38, c'est la dernière fois qu'on a pris les armes contre notre gouvernement. OK? Contre ceux qui
qui nous géraient, dans le fond, qui étaient les Britanniques à cette époque-là. C'est la dernière fois. Puis depuis ce temps-là, comme le dit la chanson des Cowboys fringants, depuis ce temps-là, on joue au dehors sur le vidéo. On est bien assis, on reste dans notre confort, puis on n'a jamais pris les armes après ça, là, jamais. Là. C'est jamais qu'au Canada, on a pris les armes contre le pouvoir là, pour nous libérer. Les armes, t'as 410 pour aller à perdre. Oui, mais c'est ça, ce que je dis. Le Canada, les Canadiens, les Québécois, oui, il y en a des fusillades. Des atrocités, là, c'est passé en Nouvelle-Écosse il y a quelques années. Polytechnique, il y a 34 ans. Dawson College, il y en a des fusillades. Ce qui s'est passé, c'est-tu en Saskatchewan ou en Alberta, la fusillade là, dans une communauté autochtone? Je ne m'en rappelle plus, dans la province de l'Ouest. Même pas, je pense que c'était à coup de couteau. C'est au BC. Il y en a des tragédies. Comment? Je pense en Alberta. En Alberta, dans le nord de l'Alberta ou de la Saskatchewan, peu importe. Peut-être même Manitoba. Mais il y en a des tragédies au Canada avec les armes à feu, avec des armes blanches. Mais est-ce qu'on peut comparer sérieusement ce qui se passe au Canada, ce qui se passe dans les autres pays, mettons les autres pays industrialisés, les autres pays européens, avec ce qui se passe aux États-Unis? Je pense pas. Et puis, en plus, on s'entend que les Européens, là, ils ont un passé très... comment je dirais ça? Il y en a eu de la guerre là, en Europe. Là. On s'entend, là, c'est comme le continent où est-ce qu'il y a eu plus de guerre. Là, puis ils n'ont pas le rapport aux armes à feu comme les Américains peuvent l'avoir. Fait que, moi, je ne suis pas vraiment d'accord de dire que dans 10, 20, même dans 100 ans, que ça va être aussi pire qu'aux États-Unis parce qu'eux autres, c'est dans leur culture, c'est en dedans d'eux autres, tout se règle avec ça quasiment. Tu sais, ils regardent des guerres, là. Ils regardent des. Mettons, je sais pas, moi, la guerre. La première guerre télévisée, Stéphane, c'est quoi? C'est la guerre du Vietnam? La guerre télévisée, oui, Vietnam, oui. Vietnam? La télévision est rentrée dans la guerre dans la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, après ça, guerre du Golfe. Ça, c'était la guerre des informations continues. Là. Guerre en Irak. Je regarde ça comme un feuilleton, là. C'est un show, là. Il y a du monde qui se font tirer dessus, là. C'est pour ça que je dis que c'est tellement intériorisé chez les Américains que jamais ça va se régler. Jamais. Même si c'est un président, une espèce de Bernie Sanders qui se présente comme président. Mais ça aussi, ça n'arrivera jamais qu'il y ait un Bernie Sanders comme président. Non, mais là, il est rendu trop vieux, on s'entend. Mais même non, mais je parle de quelqu'un d'aussi à gauche que lui, jamais tu vas voir ça aux États-Unis. En plus, tu sais, un Barack Obama n'a pas réussi. On peut mettre là-dedans un Bill Clinton n'a jamais réussi. Joe Biden ne réussira jamais c'est ça, en tout cas. Ça m'entend. Je ne peux pas dire d'autre chose, parce que je sais que c'est un podcast grand public, je ne veux pas sacrer ici, mais ça me met dans tous mes états. Voilà. Hey, Joe, est-ce qu'on parle d'autre chose? Parle-nous du Front commun avec Mme Lebel. J'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. Je pensais que ça allait être plus intéressant que ça, mais c'est le statu quo, mais qu'on essaie de nous faire passer pour de la nouveauté. La game d'image, la game de marketing que la CAQ joue présentement, c'est de nous faire passer pour les ennemis, de nous faire passer pour les méchants. On commence déjà à entendre les preneurs d'otages prennent la société en otage avec leur grève. Donc, on sort la vieille cassette d'antisyndicalistes qu'on entendait dans les années 50. Ça commence à faire de la petite politique. Je pense que le monde est tanné aussi d'entendre ces discours. C'est pas pour rien que la CAQ baisse dans les sondages aussi. On peut en parler, ça aussi. Que PSPP ait autant monté dans les sondages, c'est pas parce que c'est pas parce que PSPP fait de la bonne job tant que Legault en fait de la mauvaise puis que les gens cherchent une alternative. Les gens sont pas prêts à voter QS parce que c'est trop à gauche. Les libéraux sont morts puis le PCQ, on fait comme si ça n'existait pas. Fait que c'est qui le parti qui est le plus connu qui n'est pas la CAQ? C'est le Parti québécois. Donc, je pense que les gens, par défaut, retournent vers le Parti québécois de plus en plus parce que c'est la même gang, en fait, le PQ puis la CAQ. L'électorat, c'est les mêmes personnes. Fait qu'ils vont juste s'en aller d'un bord puis de l'autre. Puis la dualité libérale PQ qu'on a eu pendant si longtemps va devenir une dualité probablement PQ-CAQ pour les 10, 15, 20 prochaines années si ça continue comme ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'ils proposent de différent? Je ne peux pas te dire. Puis pourtant, je suis quand même assez calé en politique canadienne et québécoise. Puis je ne peux pas dire les principales différences entre le PQ et la CAQ en termes de projet de société ou d'importance de tout ce que...
ce que la nation québécoise peut être. Moi, j'ai l'impression que les deux, c'est un parti conservateur, mais sous un autre nom. J'en parlais tantôt avec mon beau-papa que je salue. Salut André. Et on parlait de Pierre Saint-Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon. PSPP, hein? PSPP, voilà. Puis justement, tu sais, lui disait, il amène quelque chose de différent, mais en même temps, moi, j'ai amène quoi? Il amène quoi vraiment de différent, tu sais? Puis c'est plus le côté, peut-être jeunesse, un peu, la nouveauté. La nouveauté de son discours n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. C'est vraiment juste. C'est la vieille rengaine. Puis écoutez, moi, je vais faire un communion politique. Joe, tu me connais. Mais tu sais, chez nous, on est péquiste depuis longtemps. Puis honnêtement, ce chef-là, il ne me dit rien. Dans le sens que je le trouve, tu sais, oui, il y en a qui peuvent le trouver intéressant. Je ne sais pas pourquoi. OK, il y en a qui le trouvent intéressant. OK, il amène son budget de l'an 1, que je ne veux pas parler ici. Là, non, ça aurait pu être un autre sujet, ça, le fameux rêve. Pendant que tout le monde parle des millions de problèmes qu'on a sur Terre, on a le PQ qui sort son budget de l'an 1 d'une histoire qui n'arrivera jamais. Mais Joe, ça marche. Je sais, ça marche, mais ça va chercher les gens qui étaient déjà au PQ. Ça va juste aller chercher les purs et durs qui étaient peut-être partis pour la CAQ pour un mandat ou deux. Exactement. Tu ne vas pas chercher une majorité avec ça, mais tu vas aller chercher ta base de 15-20% comme on a là. Ce qu'on voit là, les chiffres à l'écran, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est que le dernier sondage, je pense, est léger. 34% pour la CAQ, 21% pour le PQ, 16% pour QS, 14% des libéraux, 13% pour les conservateurs. Ben, c'est que majoritairement, c'est la CAQ qui a perdu des votes pour le Parti québécois. Exactement. C'est le seul changement qu'on a. La CAQ fait gruger. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, on dirait que le PQ va chercher les j'aime pas vraiment ce terme-là, mais je vais dire les brebis égarées des 8 dernières années. Tu sais, ceux là, qui ont lâché le PQ après Pauline Marois parce que ça ils ont lâché après PKP, je pense. C'est vraiment lui qui a tué le PQ, je vais dire, traditionnel, entre parenthèses. Exactement. Quand le bordel a vraiment pogné au Parti québécois, bien là, ces gens-là, on dirait qu'ils retournent au Parti québécois. C'est ça, parce que sinon, là, regardez, le 16% de QS, comme tu as dit, le 14%, ça, là, on pourrait faire un épisode là-dessus. Le Parti libéral, les gars, là, je suis fatigué avec ça, là. Mais le Parti libéral du Québec, c'est le Parti libéral de Montréal, dans le sens qu'il n'y a personne d'autre quasiment. Il n'y a personne qui veut se présenter pour être chef. Personne. Hey, puis là, on parle de l'opposition officielle. Tu sais, je suis pas mal sûr, je me lève demain matin, j'appelle l'exécutif du Parti libéral, si je veux me présenter comme chef, ils vont faire ça donne bon de personne. Je suis convaincu qu'il y a littéralement personne. Ouais. Ben, personne de connu, en tout cas. Hein. En fait, c'est qu'il n'y a personne qui veut être celui qui va se planter solidement en étant chef d'un parti moribond comme ça. Oui, exactement. Vous souvenez-vous, les gars, quand on parlait, quand on a fait les élections en 2022, j'ai l'impression de parler comme si c'était là 3 ans, mais s'il y a à peine 1 an et des poussières, là, on enterrait le PQ. Là. Sérieusement, là, on pourrait faire on l'enterrait. Ce parti-là est mort. Je faisais partie de ceux qui l'avaient enterré, parce que je pensais pas qu'après Lisée, qu'on était capable de faire de quoi avec cette partie-là. Lisée a mis le dernier clou dans le cercueil. Je pensais qu'il avait mis le dernier clou dans le cercueil. Messieurs, je vous interromps. Je vais retourner. Je vais essayer de revenir assez rapidement pour qu'on retrouve la 3e partie, mais vous êtes tellement bien partis que ça paraîtra même pas que je suis en train de ramasser des dégâts. Il faut que tu reviennes pour la fin parce que c'est ton spot. je reviens dans 15-20 minutes. Dans 10-15 minutes. Ok, parfait. On va meubler ça. Mais on pourrait parler en attendant, justement, Joe, de la politique québécoise. Justement, comme je disais, on enterrait le PQ, on disait, ils ont 3 députés, puis en plus, le chef a été élu en partie à cause d'une affaire de vol de prospectus. Oui, de vol de prospectus, je suis pas mal sûr que ça aurait été plus serré que ça, puis il aurait peut-être même pas passé. Fait que, tu sais, on se dit, en ce moment, là, tu dis, être François Legault, là, sérieusement, j'en ferais des cauchemars. Tu dis, le gars qui me met le plus, qui me fait le plus de troubles en ce moment, lui, il a tellement mis son énergie sur Gabriel Nadeau-Dubois depuis les derniers mois. Il ne s'occupait même pas de Paul Saint-Pierre Plamondon, la petite 3e opposition qui pose une question par semaine. Ils n'ont même plus le statut de parti officiel.
tu te dis, aïe, aïe, pendant que je m'occupais de Gabriel Nadeau-Dubois. En fait, c'est qu'en termes de députés, techniquement, c'est QS qui joue le rôle de l'opposition parce que les libéraux, ils sont pas là. Ils sont complètement sortis du décor. Ça n'a pas de bon sens. T'sais, honnêtement, là, on n'a pas 100 ans. Là, on ne peut pas dire, ah oui, moi, je me souviens dans le temps de Tachereau. On ne peut pas dire ça. Là, okay? Non, mais je me souviens quand même dans le temps de Chrétien au fédéral. Dans le temps, j'ai connu Bourassa, tu sais. Ah, ça, j'en ai la marque libérale, tu sais, c'est plus ce que c'était. Hein, on va dire comme ça. Puis on s'entend, c'est moi qui dis ça. C'est le premier parti de l'histoire du Canada et du Québec, là, les deux. C'est un grand parti avec. Il y a eu des grands chefs, il y a eu des grands gouvernements libéraux. Le Sage, c'est à mon avis le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. Oui, puis c'est un libéral. Là. Toi, je ne connais pas tes allégeances, mais c'est un libéral. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que Jean Lesage est le plus grand premier ministre du Québec. Il y en a eu, écoute, il y en a eu quoi? 33, 32? Ouais, je pense que c'est 30. On est à 33, 34. Quelque chose comme ça. Mais c'est ça, Jean Lesage, là, c'est la Révolution tranquille, même si... C'est pas un gros mandat, en plus, là, c'est beaucoup en pas longtemps. C'est quoi, 6 ans? Exactement, 60 à 66. C'est pas gros, là. Puis là-dedans, là, tu as toute la santé, l'assurance. L'éducation aussi, le cégep, name it, là. Ah, ça n'a aucun bon sens. Les grands travaux, tu sais, justement, ça n'a aucun bon sens ce que Jean Lesage a fait. Puis, de voir le Parti libéral, que, je le répète, est l'opposition officielle en ce moment, qui a 14% des intentions de vote, ça ne me rentre pas dans la tête. Tu te dis, OK, tu sais, quelqu'un voit ça, il dit, voyons, c'est dans quelle province, ça, cette affaire-là? Tu dis, j'ai juste une question niaiseuse. Tu es capable de me nommer par cœur le nom du chef du PLQ présentement? Le chef du PLQ, c'est... voyons, on dirait un vox pop de... Ben, c'est un peu pour te montrer à quel point c'est ridicule qu'on ne sache pas le nom du chef de l'opposition. Ben, voyons, c'est qui? C'est Marc Tanguay. Marc Tanguay, voilà. Ben, je veux dire, personne ne le sait parce que. Il paraît terrible. Mais il est là. C'est censé être lui, pareil, qui est là. Il est sans couleur, sans saveur et sans odeur, on dirait. Ben, c'est un libéral. C'est ça, libéral. Non, mais il y en a eu des libéraux. Ben, on s'entend, j'allais dire, non, c'est un mauvais exemple. Mais Bourassa, c'est un bon premier ministre. Oui, effectivement, mais Bourassa, c'était pas le libéral qu'on a aujourd'hui. La marque libérale a pris une mauvaise twist quand Charest est arrivé avec son conservatisme fédéraliste, là, on s'entend. Bourassa, c'est presque pas un souverainiste, mais c'était quelqu'un qui était très nationaliste québécois. Oui. C'est plus ça à cette heure au Parti libéral, là, c'est le contraire. Là, c'est littéralement un parti pro-Canada. Ouais. Puis je te dirais même, mettons, prends François Legault, OK? François Legault, là, tu le compares à qui, toi, dans la brochette de premier ministre, que ce soit fédéral ou provincial? Ben, c'est sûr que c'est Duplessis. T'as pas le choix. Tant que ça, ouais? Ah oui, c'est du duplessisme pur et dur. Puis... Ben, c'est carrément ça, là, c'est rire des syndicats, c'est toujours avoir son petit air hautain, c'est de se prendre pour un autre, vendre le Québec à rabais, donner des rabais aux entreprises qui polluent, donner de l'argent à des compagnies de batterie. On est dans l'époque où on vendait le fer une scène la tonne sur la Côte-Nord. Tant qu'à moi, il n'y a pas grande différence entre les deux. Moi, je pense que c'est un calque. Je pense même que secrètement, Legault, son idole, c'est Duplessis. Ah ouais, tu penses tant que ça? Je suis convaincu, si, mettons, à porte close, mettons, de façon sérieuse, tu demandes à François Legault c'est qui son idole politique. C'est sûr, c'est Legault. C'est Legault. Ouais, c'est peut-être lui-même, c'est sûr, c'est Duplessis. Ouais. C'est beau la base. Je crois que Duplessis, méchant lapsus, je crois que Legault est au 3e lien, ce que Duplessis était à l'électricité dans les régions. Le frigidaire. Ouais. Le frigidaire, la chambre froide pour le lait dans les régions. Tu vas rouge, c'est l'enfer, bleu, c'est le ciel. L'asphalte d'un rang pour ceux qui votent pour toi, qui ont voté. On n'est pas loin de ça. Hein? Les projets sur les nouvelles écoles sont tous dans des comtés caquistes. Hein? Ouais. Ben ça, c'est depuis... ça a toujours été ça. Depuis Jean Charest, surtout. Ouais, surtout. Ouais. Hey, tant qu'à faire, partie de la souveraineté?
Oh, tu veux vraiment faire un épisode là-dessus, toi? Ah, vraiment pas. Non, Stéphane est revenu, puis avant qu'il retourne... Ouais, de toute façon, il nous reste 20 minutes, on close ça. De toute façon, on est en train de s'égarer. On peut oui, s'en parler du Front commun. Puis on a fait le post-mortem du Parti libéral puis du PQ. Ouais, mais sérieusement, c'est tellement intéressant que je veux en reparler bientôt. Faudrait que je fasse aller mes contacts qu'on trouve une personne de chaque parti pour venir nous parler. Oh, OK. Il y aurait peut-être moyen de faire de quoi. On salue Marois qui nous écoute encore, je l'espère. Salut Marois. Mais... Oui, Francis, le chien correct, c'est surtout quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre, mais je n'ai pas réussi à élucider encore qu'est-ce que c'est. On pourrait avoir Marois Risky, on pourrait avoir peut-être Émilie Descentérien. Je pourrais avoir probablement Ruba Gazal. Je pourrais avoir peut-être Pascal Bérubé du PQ. C'est le seul que je trouve que je serais capable de parler avec sans pogner dents. Ouais, Pascal, ouais. Ouais, sinon, pour la CAQ, non, ça, non. La CAQ, mon éthique professionnelle fait que je peux pas... De toute façon, Joe, on enverrait une invitation, ce serait un accusé pour recevoir. Parce que la CAQ... Je vais aller chercher Daniel Bernard, que j'ai tellement maudit quand il a mis sa pancarte. Jamais Daniel Bernard va... Pour vrai, il fait absolument rien. Hein. Zéro d'une barre. On l'entend pas, il fait rien, il est absent, il est... Comment tu trouves ça, Joe? Parce que là, je te parle en étant un gars de l'Abitibi. On est deux gars de l'Abitibi-Témiscamingue. Comment tu trouves ça qu'il ait remplacé le député de l'Outaouais par M. Jean Boulet comme... non, mais c'est de sourire de nous autres, rien qu'un peu. Tu sais à quel point tu te fous de la région pour envoyer quelqu'un de la Mauricie gérer l'Abitibi. Déjà que l'Outaouais, au moins, c'est géographiquement parlant, t'as rien que le parc entre les deux. Mais là, en plus, c'est Jean Boulet. C'est Jean Boulet. Le raciste en chef. Ouais, Jean Boulet. Hey, non, ça fait dur. Ça montre à quel point les régions ressources sont juste bonnes pour faire du gros cash. Si tu oublies les mines, l'Abitibi pour la CAQ, ça existe. Oui, mais il y a juste honnêtement, l'Abitibi-Témiscamingue puis la Gaspésie qu'on est représenté par un autre député qui est élu dans notre... Pourtant, il y a 3 députés caquistes. Là. On est une région 100% caquiste. C'est ça qui est Daniel Bernard, Suzanne Blais, puis l'autre de Val-d'Or, on dirait que François Legault est capable de le sentir. C'est pas Pierre Dufour? Lui. Non. Ouais, Pierre Dufour. Ouais. Je pense que c'est Pierre Dufour. Okay, c'est comme les 3 mousquetaires qu'on leur fait. Ça ne servent absolument à rien. C'est pas vrai, c'est 3 patères. C'est ridiculement malaisant. Pour vrai, c'est gênant. On les voulait pour les élections, puis regarde, à cette heure, allez au bureau, puis faites... c'est des backbenchers qui ramassent 140 000 par année. Là. Exactement. Bon, OK, on a fini pour de vrai, là. OK, on se calme. On respire. Et pour bien terminer... du bien une thérapie comme ça en public. Ouais, quand on parle de politique... Moi, je règle mes comptes. Je me fais assaillir de même, je me dis qu'ils viennent me chialer après. Ouais, c'est ça. Là, c'était supposé d'être le cœur, puis ça va le rester. Le titre, c'est est-ce que Justin Trudeau doit-il démissionner? Oui, voilà. Et puis là, Stéphane, on t'entend. C'est toi qui nous a amené ce sujet-là. Tu nous as dit dans notre conversation en privé que tu voulais en faire un éditorial. On sentait que ça a pas mal été éditorial comme épisode ce soir. Oui, pas mal. Ça revirait comme, effectivement, trois éditoriaux. Mais en fait, peut-être dans mon cas, c'est un peu moins passionné, mais c'est plus le résultat d'un calcul, tu sais, de voir que... moins émotif, plus rationnel. Ouais. Parce que, on date aujourd'hui du 1er novembre 2023. En fait, la dernière gaffe qui a été faite, c'est encore, je me demande si là, c'est pas presque un suicide politique qu'il a fait, en amendant l'application de la taxe sur le carbone en exemptant, par exemple, ceux qui ont des chaudières au mazout, si je pense. Là, apparemment que c'est surtout répandu en Atlantique. Donc, c'est une brèche sérieuse dans la politique de lutte au changement climatique et donc de taxer les énergies fossiles ou l'usage des énergies fossiles. C'est pas tellement le nombre de chaudières au mazout qui... De toute façon, la mesure elle-même est absurde parce que la taxe carbone, c'est une manière de faire circuler l'argent et non pas de la retirer de la circulation. Mais ce qui est la brèche, c'est-à-dire c'était une petite brèche qui, comme sur un barrage, c'est en train de fissurer complètement l'ensemble. Parce que maintenant, tout le monde demande une exemption.
Ça va jusqu'au de dire les gens dans l'Ouest, eux autres se chauffent au gaz naturel. Eux autres aussi veulent une exemption. Et là, tu as Scott Moe, premier ministre de Saskatchewan, qui dit que s'il n'y a pas d'exemption pour ces gens-là, il va refuser de collecter la taxe carbone. C'est illégal. Oui, c'est ça, c'est illégal, effectivement. C'est quand même quelque chose que le premier ministre provincial disent on la paiera pas, on paiera pas notre taxe carbone. Mais en même temps, lui, il fait le pari que c'est Pierre Poilievre qui va être là sur la chaise en pas long. Ça peut durer. Pierre Poilievre, ça va être sa première décision, ça va être d'enlever la taxe carbone. C'est écrit dans le ciel. C'est sûr qu'elle s'en va. Maintenant, oui, d'autant plus que là, c'est rendu, il y a l'impression qu'il a remporté une petite victoire là-dessus. Et c'est cette décision-là du bureau du premier ministre, parce qu'apparemment, le cabinet ne l'a pas appuyé là-dedans, donc l'ensemble des ministres n'ont pas appuyé dans cette direction-là. C'est un recul sur l'environnement qui était qui était censé être un des dossiers forts du gouvernement Trudeau. J'aime beaucoup le censé, parce que clairement, ça a été un échec total. Aussi la réconciliation avec les Autochtones, avec les peuples autochtones, je pense pas qu'on peut se qualifier ça d'un grand succès. La plupart des éléments principaux de sa politique fonctionnent. Là, je ne vous parle même pas de politique étrangère aussi, où on en a déjà parlé ici dans l'émission. En ce moment, là, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est gaffe par-dessus gaffe. Vous vous rappelez, il y a un mois, ça commence mal avec l'histoire de l'Inde, où il fait une sortie publique. Déjà qu'il y avait de la difficulté à gérer le problème de l'ingérence chinoise. Ensuite, c'est la visite de Zelensky qui, pendant quelques heures, lui permet de marcher sur l'eau. Jusqu'à temps que ça s'effondre dans le ridicule le plus total avec cette histoire de l'ancien SS. Je l'avais oublié, celle-là. Et maintenant, ça, je veux dire, il y avait eu une semaine tranquille, puis bang, il faut qu'il nous fasse une bêtise comme celle-là, on pourrait dire, OK, c'est peut-être un sujet marginal. Non, c'est un gros trou qu'il vient de faire. Et là, on regarde les sondages aussi depuis un bout de temps. Les conservateurs sont en tête. Les conservateurs sont vraiment en train de prendre de l'ascendant. Ils sont en terrain majoritaire. Oui, mais là, les prochaines élections sont dans 2 ans. C'est-à-dire, c'est encore drôle. Tu penses jusqu'en 2025. Je pense que oui, mais j'ai des doutes en même temps. Ben, là, en fait, la conclusion auquel on arrive, on dit s'il y a ce mouvement de fond qui se cristallise, la seule manière de pouvoir le renverser, ça va être effectivement de changer le chef du Parti libéral. Et ça, il ne semble pas être sur le point de le faire. Puis on ne sait pas non plus qui le remplacerait. Est-ce que ce serait Champagne? Est-ce que ce serait Freeland? Est-ce que c'est qui serait... Ça serait quelqu'un de l'externe? Mais il faut que ça se fasse rapidement. Plus il va traîner ça, je pense, moins les choses vont bien aller pour le Parti libéral. Problème, pourquoi c'est un problème pour moi, c'est que l'alternative me paraît pas mieux. Le problème, c'est que c'est avec les conservateurs de Poilievre, ça s'améliorera pas. Là, c'est comme, mettons, là, en ce moment, tu dis, OK, il y a des gens qui veulent plus Justin Trudeau, mais tu dis, OK, ça va être Pierre Poilievre à la place. C'est comme, OK, à la place de ton écharpe là, dans le doigt, là, ben, je te donne la syphilis. Là. Qu'est-ce qui me dérange tellement avec Poilievre, en fait, c'est que le peu de respect des institutions qu'il a manifesté, ça a d'abord commencé par l'appui aux camionneurs ou à la manifestation de l'occupation d'Ottawa. Ça le disqualifie en partant pour moi parce que tu peux pas à la fois contester les institutions qui sont... Et les représenter. C'est ça, exactement. Tu peux pas contester un système puis en même temps prétendre... Vouloir en être le chef. Ça, puis ces élans populistes qui sentent le Trumpisme, si au moins du côté du Parti conservateur, on avait une alternative qui était plus crédible. Je me sens pas, j'ai aucune affinité avec les conservateurs, mais quand même, il y aurait peut-être, on pourrait avoir quelqu'un d'un peu plus posé. Si on avait gardé Erin O'Toole, déjà, je pense que ça aurait été un peu plus, un peu moins tiré on dit vers qu'on la s'ennuie droite quasiment de populiste. Stephen Harper. Mais comme je me souviens plus, c'était ici que j'avais dit ça, mais l'avenir nous paraît toujours plus sombre que le passé. C'est-à-dire que Stephen Harper était
On l'a démonisé à l'époque, on disait qu'il ne pouvait pas être pire que ça, tout comme on avait démonisé George Bush à l'époque, puis bon, ensuite on a eu Trump. Là, hey, George Bush passe pour un messie présentement. Et le problème actuellement, c'est ça, c'est que pour que les libéraux puissent fournir une alternative crédible, puis je dis ça non plus sans grande joie, dans la mesure où je n'ai jamais eu d'affinité non plus avec le Parti libéral. En fait, au fédéral, moi, mes affinités personnelles, c'est l'opposition. C'est-à-dire, quand tu sais, mais quand aucun parti te semble convenir pour former le gouvernement, ben, la stratégie électorale, c'est de voter pour l'opposition. Celui qui va être plus. Et au Québec, on est choyé parce qu'on a un parti qui va rester dans l'opposition. Même si M. Blanchette aussi a des comportements de plus en plus étranges, des errements qui... J'ai jamais été fan de Blanchette. Non, c'est ça, mais parfois, j'étais en montagne russe à son égard, selon les positions qu'il prend, mais un peu comme PSP, là, PSPP, là, Pierre Saint-Paul Plamondon, là. J'ai l'impression qu'il cherche à ratisser large, à aller jouer dans la talle des caquistes parce que c'est le gros morceau dans la tarte électorale au Québec, d'interpeller ces électeurs-là puis les avoir de son côté au bloc. Mais avec le résultat qu'on se retrouve avec des prises de position sur le plan de l'environnement. Il était d'accord, lui, avec le troisième lien. Il a pris il va être d'accord avec ce que la majorité à Québec va être d'accord. Oui, c'est ça. Il a fait beaucoup de surf précisément sur la CAQ puis en voulant justement s'appuyer sur ce bassin électoral-là. Et Trudeau, en fait, aussi, un autre élément, on regarde, Trudeau a été élu en 2015. Il est rendu à sa 8e année, donc il a été élu en octobre 2015. Vous regardez les premiers ministres qui ont régné, pas la plus grande longévité, mais les premiers ministres qui ont eu quand même des règnes assez longs au cours des dernières décennies. C'est Brian Mulroney, donc, avec 9 ans au pouvoir. Jean Chrétien aussi, presque 10 ans au pouvoir. Stephen Harper aussi, je pense que c'est de 2006 jusqu'à 2015, donc c'est 9 ans. Donc, l'an prochain, Trudeau va être rendu dans sa 9e année. Je pense que mais c'est parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de lui au stade où on est rendu? Au bout de 8 ou 9 ans. Oui, mais là, maintenant, Stéphane, là, qui est en train de mettre la hache dans la taxe carbone, là, à quoi sert Justin Trudeau? Oui, c'est ça. C'est un des éléments. C'est quoi son projet de société? C'était ça. C'était l'environnement, Justin Trudeau. C'était l'inclusion. Là, il manquerait juste que demain matin, là, qu'il dit genre fuck l'inclusion. C'est rendu là, et tant qu'à. Fuck le multiculturalisme. Fuck le multiculturalisme. J'ai jamais cru. Tu sais, il arriverait demain matin, c'est comme ok, Justin, là. Mais il est vraiment. Je veux dire, comme toi, Stéphane, comme tu as dit en commençant ton exposé, là. C'est un suicide politique. On dirait qu'il veut sortir. Je sais pas, là, ça se peut pas. C'est qui conseille Justin Trudeau en ce moment? De dire, hey, oui, ça, là, Justin, là, ta taxe carbone en Atlantique, là. Mais c'est quoi qu'il va chercher? Il veut garder les voix de l'Atlantique. C'est quoi? C'est 8 députés à peu près? Non. C'est quand même, je pense qu'il y en a 24 sur 32, quelque chose comme ça. Ma taxe carbone est bonne pour le reste. Puis vous autres, pendant 3 ans, l'Atlantique, là, ben, on vous donne un break. Là. Puis, tu sais, je comprends que dans l'Atlantique, on s'entend. C'est plus dur, ouais. Non, mais je veux dire, l'électricité, là, c'est au mazout. Il n'y a pas de barrage hydroélectrique en. Il y avait juste à pas tout donner à Irving, là, on s'entend, ça n'aide pas non plus. Quand tu as le plus gros lobby pétrolier dans ton terrain. C'est bien certain, mais tu sais, c'est comme ça qu'ils chauffent, eux autres, surtout pour l'hiver, surtout pour le chauffage. Mais oui, vas-y, Steph. Regardez, on a deux premiers ministres à Québec et à Ottawa qui ont l'air de tomber dans le même piège au cours du dernier mois. D'abord, Legault, avec quand le lendemain des élections partielles, il décide de déterrer le troisième lien. Ça semble comme être un mouvement de panique. C'est ridicule. Là, Trudeau, qui confrontait des sondages de plus en plus défavorables, au lieu d'essayer de redresser doucement la barre, fait un geste comme celui-là, c'est que ça sent la panique. T'sais. Et l'autre chose aussi, qu'est-ce que... Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que, s'il était réélu en 2024 ou 2025, qu'est-ce qu'il pourrait accomplir de plus qu'il n'a pas accompli jusqu'à là? Rien. C'est sûr qu'il va
pas Justin Trudeau. La seule manière honorable de quitter, là, ça serait de laisser sa place. Tu sais, un peu comme Mulroney a fait avec Kim Campbell. Tu sais, de laisser sa place. Puis je m'en vais. Regarde, c'est... Ouais, mais ça n'a pas empêché le Parti conservateur, le Parti progressiste conservateur d'aller aux enfers. Là, c'est bien certain. Mais en ce moment, là, on dirait ce qui se passe, là, on dirait que le Parti libéral est en train de se caler comme... C'est moins pire. Là, comme dans l'époque du scandale des commandites, puis qu'on a eu l'époque Stéphane Dion, puis Michael Ignatieff, tout ça, là, on dirait que ça s'en va vers là. Ils sont tellement en... Ils sont pas en pente descendante, ils sont en crazy carpet, puis ils descendent la pente, puis t'as mon Pierre Poilievre. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que... Ben non, c'est parce qu'à l'époque, au moment où justement le Parti conservateur, le Parti libéral tombe sur l'écueil des commandites, on avait un problème structurel au parti. Sous Jean Chrétien, le parti avait tellement pris l'habitude d'être au pouvoir que les problèmes n'étaient pas tellement dans le bureau de Jean Chrétien ou dans le bureau par la suite de Paul Martin. Mais c'était plus beau. Mettons, au parti. Alors qu'en ce moment, il peut être il y a des ministres qui semblent très efficaces. Même Mélanie Joly, je le dis aussi, je trouve qu'elle fait une bonne performance aux affaires étrangères, mais c'est comme si le sabotage venait directement du bureau du premier ministre. C'est plus la même chose. C'est plus le parti qui pourrit au pouvoir, tellement que le bureau du premier ministre qui est, lui, en train de subir sérieusement l'usure du pouvoir. Penses-tu qu'il va y avoir un push contre Justin, justement? Parce qu'il y en a qui font leur job, pas actuellement, mais c'est pas exclure si ça continue dans la tendance. Mais comme on dit, il n'y a personne pour prendre sa place vraiment non plus. Il n'y a personne qui va faire « Wow, tout le monde va voter pour lui, puis on va battre Pierre Poilievre. » En tout cas, on n'a pas les signes qu'on a d'une fin de règne où les dauphins ou les candidats potentiels commencent à sortir. Comme Chrétien Martin, on le savait déjà quand Chrétien est parti, c'était qui ça ne peut pas être plus clair que ça, mais là, présentement, là, c'est très flou. C'est ça. Stephen Harper n'a pas préparé de relève non plus quand il est parti. Tu n'avais pas un héritier naturel de Stephen Harper. Là aussi, actuellement, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'héritier naturel de Trudeau, mais la pression, j'ai l'impression, va faire que il va être obligé de s'en trouver un. Là. Ça peut être encore, on le dit, Chrystia Freeland, ça peut être François-Philippe Champagne. Il y a quelques-uns qui pourraient émerger du lot. Là, les trouvez-vous charismatiques, vous autres, Chrystia Freeland puis Champagne? Chrystia Freeland, elle est rassurante. Parce qu'elle peut être, elle peut être très, comment je pourrais dire, très directe dans l'expression de son point de vue, dans la confiance qu'elle peut exprimer ou dans les... Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit elle, pourtant. Je n'ai pas l'impression que ce soit elle. Ce serait peut-être une très bonne candidate, mais le Champagne est peut-être celui qui me donnerait plus l'impression qu'il se lancerait assez rapidement. Ah ouais. Moi, je pense qu'il est déjà prêt. Ouais, possible. Et là. Mais donc, c'est ça. Ça va être, j'ai l'impression, la question au fédéral qui va se poser de plus en plus. Là. Est-ce que tu penses que ça commence à grenouiller autour de Justin Trudeau, genre, qui pourrait peut-être le changer? Là? Oui. Ouais. Il y a peut-être des gros donateurs aussi qui vont commencer à sentir la soupe chaude. Il va peut-être aussi manquer de financement éventuellement. Ah non, Justin, depuis quelques mois, ça ne va pas bien. Tu sais, ça a commencé un peu avant la pandémie. Avec sa séparation, dans le fond. Ben, tu sais, ça, c'est plus personnel. C'est sûr que ça a une influence. Tu ne peux pas continuer à faire ta job quand tu as des problèmes personnels. Même si tu fais ta abstraction, ça va te frapper quand même. Puis là, de voir ton ancienne femme avec son nouveau chum, puis ça, puis la garde des enfants. Ça reste un être humain pareil. Il y a quelque chose qui me frappe avec Trudeau, par exemple, et ça m'avait frappé quand j'ai eu une discussion avec l'épouse d'un de mes collègues, qui est encore plus senior que moi, puis ce couple-là, ces deux personnes-là, je respecte énormément leur jugement, puis prof d'université anglophone typique, là, tel qu'on les retrouve en Ontario. Là, et l'épouse de mon collègue commence à me tenir un discours très Poilievre. Et en grande partie, puis ça, je ressens ça beaucoup à l'extérieur, c'est très rare, en fait, qu'on a autant personnalisé le problème. Que l'individu Trudeau
est le problème. problème. Et Poilievre, d'ailleurs, c'est ça. Son programme électoral, ça se résume à ça. Ça se résume à dire tous les problèmes qu'on vit actuellement, c'est Trudeau. Donc, débarrassez-vous de Trudeau, puis il n'y en aura plus de problème. Et j'ai l'impression que le départ de Trudeau aurait cet avantage peut-être de dépersonnaliser un peu le bouc émissaire. Ouais. C'est moche, c'est plate, mais c'est rare qu'on voit comme une espèce de haine concentrée sur un individu comme ça. Il est encore soutenu, là, mais si vous regardez dans les personnages les plus populaires ou moins populaires au Canada, ben, il y a des gens qui sont vraiment remontés contre lui. Là. Puis demander à un conservateur de me nommer 3 politiques de Pierre Poilievre, ils ne seront pas capables. Pierre Poilievre ne propose absolument rien. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il veut faire en environnement? Le gros bon sens, justement, qu'on va écouter dans quelques minutes. Là, mais... Ah, gros, il va ça là. Oui, c'est ça, parce que avant de commencer, là, juste vous dire, justement, tu viens de dire, le programme politique de Pierre Poilievre, c'est quoi? Honnêtement, là, c'est la même chose qu'Aaron O'Toole quand il disait « j'ai un plan », mais lui, c'est le gros bon sens. Le gros bon sens. On va redonner des jobs payants, on va dégraisser l'État. Trudeau a fait en sorte qu'il y a des dizaines de milliers de nouveaux fonctionnaires au fédéral. C'est à cause de Trudeau, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais comment tu vas le faire, Pierre? Comment tu vas faire ça? Aucune idée. Aucune idée. Fait que, tu sais, il dit juste, mais avec plus de vigueur. Karen O'Toole, avec son air de gars gêné, là, puis ça marchait pas, là, mais en tout cas. Oui, alors voilà, on va présenter. Veux-tu nous présenter ça, s'il te plaît, Stéphane, avant que je... Un truc qui est devenu viral il y a quelques semaines, en fait, ça a été, je n'ai pas eu le temps de voir la date, mais surtout au Canada anglais, on en a parlé un peu de notre côté aussi, c'est un journaliste local, je pense, ça se passe en Alberta, visiblement très mal préparé, parce que c'est la première impression, peut-être la deuxième impression en fait qu'on tire de cette vidéo-là, c'est que le journaliste sait absolument pas où il s'en va, puis il se met à sortir des trucs sans être préparé d'aucune manière. Donc il devient une cible idéale pour Poilievre. Mais ce qu'on a retenu aussi beaucoup de cet épisode-là, c'est est-ce qu'on veut un personnage aussi arrogant comme premier ministre? Parce que c'est l'arrogance qui déteint de ça, puis c'est le mépris que Poilievre a l'air d'exprimer vis-à-vis son interlocuteur. Alors, le journaliste en question s'appelle Don Urquhart. Okay, Urquhart. C'est un journaliste. Là, ils sont dans la vallée de l'Okanagan, je crois. Hein? S'il y a des pommes, tout ça, dans cette possible, je ne sais pas. Oui. Question-là. Je crois justement, oui, je crois que c'était en Colombie-Britannique. Le journaliste, écoute, sûrement qu'il a perdu sa job, là, ce cher... excusez-moi. Ce cher Don Urquhart. Alors, on va regarder ça. OK, ça dure à peu près... C'est en anglais. C'est en anglais. Il y a des sous-titres pour ceux qui comprennent moins. Je vais activer les sous-titres pour qu'on comprenne mieux. Et puis, on écoute ça. C'est sûr qu'en podcast, avec les sous-titres, ça va être pratique. Non, mais là, je parle pour ça en vidéo. Mais voilà, alors si vous voulez voir les sous-titres pour savoir qu'est-ce qui se dit, c'est sûr que ça reste en anglais. Vous pouvez le regarder en vidéo. Alors, on regarde ça et puis on va faire nos commentaires par la suite. 2-3 minutes. Attention, c'est parti. 20,000 doctors can't work in Canada when we have a massive shortage. And when people come to me and say, yeah, but this or that clerk or bureaucracy is not going to be happy, that's life. Right. There's going to be a lot of vested interests and bureaucracies that are going to be very unhappy when I'm Prime Minister. Okay. On the topic, I mean, in terms of your... Il faut le faire. Manger une pomme comme ça, c'est extrêmement risqué comme image. Là, well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Like what? Left wing, this and that, right wing. I mean, it's that type of ideological spectrum. I never really talk about left but or right. Anyways, I don't really believe in that. Okay, a lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump book. Like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians, but like who? Je pogne les nerfs, je suis allé l'écouter. Je m'excuse pour ceux qui écoutent. Somebody. Okay. Je pense qu'on a assez, Jay. The point of this... Le journaliste est ridicule. Il est mauvais. Il pas préparé. Il n'a aucune idée de quoi il parle. Ouais. Puis l'autre en profite pour y tomber dessus, à exprimer son mépris. C'est
Exactement. Justement, une page du livre de Donald Trump, ben justement, l'attitude que tu as en ce moment, Pierre, là, ça n'est une page du livre de Donald Trump d'avoir cette attitude-là envers, mettons, quelqu'un qui pense pas comme toi. On continue le visionnement. The point of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given, not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but what are you also talking about? What page? What page? Can you give me a page? Give me the page. You keep saying in terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this. I mean, you make quite a it's quite a play that you make on it. So I'm not sure. I don't know what your question is. Then forget that. Why should Canadians trust you with their vote? Common sense. Okay. Common sense for a change. We're going to make common sense common in this country. We don't have any common sense in the current government. The guy prints 600 Ce qui veut absolument rien dire, là. Exactement, ça veut rien dire. Regarde, common sense, j'ai un plan, c'est la même affaire. Non, je suis plus capable. Déjà, j'ai l'usticaire. J'ai pas le goût de perdre mon temps à écouter cette vidéo-là. Je suis pas mal ça, ça continue pendant encore quelques minutes. Mais moi, quand je l'écoute sur les pubs de YouTube, je pogne tellement énervé à chaque fois. Des fois, j'écoute pas la vidéo si c'est lui qui est sur la pub avant. YouTube perd des views à cause de lui. Ouais. Mais c'est ça, messieurs, donc vous pouvez aller voir la vidéo complète si vous ne saignez pas trop du nez. Là. Mais c'est ce genre d'attitude-là, justement, tu sais, quand le journaliste en même temps fait une job, on s'entend qu'il ne va pas dire. Il pourrait le dire, mettons, mais l'attitude que tu as en ce moment, c'est comme je disais tantôt, c'est ça le livre de Donald Trump. D'intimider les autres, de penser que les autres sont inférieurs à toi vu qu'ils ne pensent pas comme toi. Tu sais, en tout cas, c'est. Oh non, mais tu sais, c'est surtout demander de dire qu'est-ce que ça veut dire le gros bon sens. Parce que le gros bon sens, si tu l'écoutais au premier abord, il lui ferait faire puis dire ben des niaiseries. Là, le gros bon sens que le soleil tourne autour de la Terre parce qu'on le voit le soleil se lever le matin, mais on le voit se coucher le soir. Donc, il doit tourner autour de la Terre. T'sais. Et non, le gros bon sens ne fonctionne pas ici. Là, puis il y a bien des cas où il ne fonctionne pas, que les problèmes sont pas mal plus complexes puis ça exige pas mal plus de doigté que simplement dire ben moi. Des réponses populistes. Parce que le gros bon sens, selon Pierre Poilievre, il pense que le gros bon sens, c'est tout le monde pense comme lui, mais non, c'est ton électorat à toi qui croit en ton gros bon sens, Pierre. Puis tu sais, on s'entend que c'est ça va être un slogan de campagne, là. Tu sais, ça vient chercher les francophones autant que les anglophones, le gros bon sens, mais en même temps, c'est tellement vague. C'est quoi? Tu sais, moi, mon gros bon sens, c'est pas le même que Pierre Poilievre, puis c'est pas le même que Jagmeet Singh ou de Justin Trudeau. Mais ça vient chercher, tu sais, un peu le Make America Great Again de Donald Trump, tu sais. On va redevenir grand. Puis, tu sais, le gros bon sens pour les Canadiens, ben, ça peut sonner des cloches. Puis, je crois que ça va en sonner. Puis parce que, comme j'ai dit, moi, je suis certain que ce gars-là, c'est le prochain. Je veux pas que tu te décourager sur tout Joe, mais ça va être lui, malheureusement. Là. Attends, on est encore rendu à. Oh, non, ça va être. Ah non. Bon, on parle de Justin Trudeau qui est sur le bord de la sortie. Écoutez, moi, je suis certain que Pierre Poilievre, à la prochaine élection, c'est lui. À moins qu'il commence, lui aussi, à se mettre les pieds dans les plats. Ça, c'est pas impossible. Là. Il est pas. Mais encore là, Trump s'est mis les pieds dans les plats puis il n'a jamais été aussi populaire après. Oui, mais Pierre Poilievre, c'est pas une vedette de télé-réalité qu'on a dans nos TV depuis 20 ans, contrairement à Donald Trump, que c'est comme un modèle. On s'entend, le gars a fait 6 fois faillite, c'est pas un modèle de réussite pour nous autres, les Canadiens, mais pour les Américains, Donald Trump, qui est big. Pierre Poilievre, là, qui remette ses lunettes, là, il est pas très big. Là, là il a de l'air plus hot. Là. Avez-vous remarqué qu'ils enlèvent souvent ses lunettes? Là? On dirait qu'il non, j'essaie de changer de look depuis cet été. Être moins intellectuel. Là. Ouais, il essaie de délaisser son côté de Clark Kent pour être plus Superman un peu. Là. Non, mais c'est vrai, je suis certain que ça a un rapport. Il est tout le temps c'est avec les lunettes enlevées. Peu importe. Alors, messieurs, là-dessus, moi, je vais devoir vous quitter. Ben, on fait les trois. Oui, on finit ça là, de toute façon, Jay. Oui, on arrête ça là. Donc, je veux saluer tout le monde et nos auditeurs d'aujourd'hui et du futur. Puis bon, on se revoit la semaine prochaine. On essaie de vous concocter quelque chose. Oui, on essaie. Bien intéressant, comme d'habitude.
d'avoir un invité, puis je crois qu'on va l'avoir. Merci beaucoup, Steph, pour ta participation. Ben, ça me fait plaisir. Désolé d'avoir été aussi dissolu, mais bon, c'est les joies du direct. On n'est pas à radical. Comme le veut la formule. Ouais, c'est ça. Merci, Steph, et bonne chance avec ton chien. Ben, écoutez, passez une bonne fin d'émission. Je sais que ça finit en quelques minutes, mais je vais vous écouter de loin. Exactement. Salut. Bye, Steph. Merci, mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Là, je suis pas content à cause de toi. Ah ouais? C'est la réalité, mon cher. C'est triste, mais... Ouais, je sais. Ouais, hein. C'est qu'on est mal servi, là. Ben, on a les politiciens qu'on mérite. On a les politiciens qui nous prennent. Regarde, c'est ça qu'on a. Tu vas faire quoi dans ce temps-là? On a des Justin Trudeau, puis on a des Pierre Poilievre, on a des Max Bernier. C'est ça. On les a élus. Ben, tu sais, Bernier n'est pas élu, on s'entend, mais... Votez Bernier! Mais on a les politiciens qui nous ressemblent et qu'on... Je pense que c'est lui le plus grand perdant. Tu sais, juste faire une conclusion. Maxime Bernier, c'est le plus grand perdant de la montée de Pierre Poilievre. Son électorat est tout allé avec Pierre Poilievre. C'est la version plus, je veux dire, éduquée de Maxime Bernier. Ah ouais, Maxime Bernier, là, regarde, jamais qu'il va se faire réélire, ce gars-là. Il est pas et tout ce qui est... Ben, tu sais, même, justement, tout ce qui est les délires conspirationnistes s'atténue, je crois, de jour en jour. Je dis pas que ça n'existe pas, ça existe encore, mais on est moins pire qu'en 2021 avec la prise du Capitole aux États-Unis, puis nous autres, début 2022. Ça, en 2022, avec notre rassemblement de truckers, tout ça. Mm-hmm. On n'est plus là en 2023-2024. Je crois, en tout cas. Il existe encore, mais ils sont bien moins visibles qu'avant. Fait que Maxime Bernier, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Alors, exactement. Et puis, sur ça, mon cher Joe, je vais te souhaiter une belle fin de soirée, un beau dodo, surtout parce que je sais que tu m'as dit tantôt que tu as eu une grosse journée. Ouais, une grosse journée, grosse semaine, gros mois, comme d'habitude. Ouais, alors, va te reposer, puis on se revoit la semaine prochaine, mon cher. Je te laisse closer ça. Ah, OK, tu me laisses tout seul? Ouais, je te laisse closer. De toute façon, tu as ton beau texte, là, je vais dire. Oui, voilà. Ouais. Alors, ben merci, mon cher Joe. Merci. À la semaine prochaine, Joe. Ah oui, moi, je suis tout le temps là quand je peux. Repose-toi. Yes. Merci à Francis. Salut.